Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'actu prise au mot. Je suis Patrick Longchamp et chaque semaine, je vous emmène découvrir un mot qui fait l'actualité. Avec mes invités, nous passerons de la réflexion à l'action pour comprendre, décrypter l'enjeu de ce mot dans notre société contemporaine. L'actu prise au mot, c'est le podcast des mots qui font l'actu. Bienvenue à vous et bonne découverte. Et notre mot de cette semaine, c'est l'enfance. L'enfance, c'est un mot qui vient du latin, infans, littéralement celui qui ne parle pas. L'enfance est d'abord cette voix fragile, dépendante, qui doit être entendue par d'autres. Et la question est là, comment notre société écoute-t-elle vraiment son enfance ? En cette rentrée 2025, le constat est brutal. Des milliers d'enfants dorment encore dans la rue, sans solution d'hébergement. À l'école, les inégalités explosent, manque d'enseignement, classes surchargées, fractures numériques. Et dans le champ sanitaire, les alertes se multiplient. D'abord, il y a la crise dans la pédopsychiatrie, désertification médicale, mal-être grandissant des plus jeunes. Et à la veille de cette rentrée, ce sont plus de 2000 enfants, 2159 très exactement, qui selon une photo du 18 au 19 août de l'UNICEF France, sont et ont dormi dans la rue, dont 503 avaient moins de 3 ans. Voilà donc la réalité. L'enfance, ce n'est pas qu'un âge tendre ou une image de carte postale, c'est un test politique, un miroir de notre capacité collective à protéger les plus vulnérables. L'économique, lui, n'est pas en reste, car investir dans l'enfance, c'est préparer le futur capital humain d'un pays. Chaque euro mis dans l'éducation, dans la prévention santé, dans la protection des plus fragiles, rapporte bien plus qu'il ne coûte. À l'inverse, l'abandon se paie cher, décrochage, précarité, violence sociale. Des voix s'élèvent donc pour rappeler cela. L'UNICEF France tire la sonnette d'alarme. Depuis des mois, des associations locales suppléent les carences publiques, des maires alertent sur l'explosion de la pauvreté infantile dans leur territoire et partout des enseignants, des éducateurs, des bénévoles s'efforcent de donner une chance à ces enfants que la société oublie. Alors posons-nous donc la question autrement, l'enfance est-elle un droit ou un privilège ? Un bien commun que nous devons protéger ensemble ou un décor attendrissant qu'on agite à chaque rentrée scolaire avant de passer à autre chose ? C'est pour ouvrir cette réflexion qu'aujourd'hui nous recevons Adeline Hazan, présidente de l'UNICEF France. Avec elle, on évoque l'enfance et les solutions qui sont apportées pour sortir 2159 enfants de la rue la nuit. Bonjour Adeline Hazan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va évoquer donc avec vous la question de l'enfance et particulièrement des enfants à la rue, puisque vous venez de publier avec l'UNICEF France, la Fédération des acteurs de la solidarité en août 2025, un baromètre. Quel est le constat que l'on peut faire en août 2025 ? Un constat qui, si j'ai bien compris, est assez alarmant sur la présence d'enfants dans la rue aujourd'hui en France. Oui, le constat que nous faisons avec la Fédération des acteurs de la solidarité, il est plus qu'alarmant, je dirais qu'il est totalement indigne d'un pays comme la France. Nous avons comptabilisé dans la nuit du 18 au 19 août dernier, donc exactement 2159 enfants à la rue. Ces enfants à la rue, il faut les ajouter aussi aux enfants qui sont dans des centres d'hébergement d'urgence et des enfants qui vivent à l'hôtel comme solution d'urgence. Les enfants à la rue, cela représente une augmentation de 6% par rapport à l'année dernière et de 30% par rapport à 2022. Donc on voit bien que loin de se tasser, ce chiffre ne fait qu'augmenter, qu'empirer. Et pour donner quand même un ordre d'idée, en 2012, l'INSEE estimait à 30 000 environ le nombre d'enfants qui n'avaient pas de domicile. 30 000 alors qu'on est à 43 500. Ça veut dire une augmentation en 12 ans de 53%. Alors, c'est absolument dramatique. Alors justement, comment ces enfants sont-ils arrivés dans la rue ? Comment se fait-il que ce chiffre augmente ? Est-ce que c'est une population croissante qui arrive sur notre territoire et qui a du mal à trouver des solutions de logement ? Est-ce que c'est la forte inflation qui fait qu'aujourd'hui la précarité est d'autant plus grande que l'on retrouve les enfants et les familles dans
dans la rue ? Il y a plusieurs causes qui se croisent, qui se cumulent. Il y a d'abord, vous l'avez cité, et c'est tout à fait exact, l'augmentation très très importante de la pauvreté en France. Il y a aussi le durcissement des politiques d'expulsion locative, notamment avec la loi Kasbarian, qui a facilité les possibilités d'expulsion locative. Et puis, il y a évidemment le fait qu'il n'y a pas assez de places d'hébergement d'urgence en France. Il y a 203 000 places d'hébergement d'urgence, alors même que le strict minimum devrait être de 10 000 de plus. Il n'y a pas assez, après, en amont de logements sociaux ou très sociaux, ce qui fait que les personnes qui sont en centre d'hébergement et qui pourraient prétendre, et il y en a un certain nombre, à un logement social ou très social, eh bien, malheureusement, ils sont obligés d'attendre pendant des années et du coup d'emboliser, contre leur volonté bien sûr, mais d'emboliser les centres d'hébergement. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, Madame Hazan, qu'on dissocie la famille de l'hébergement familial de l'hébergement de personnes qui sont seules aujourd'hui pour pouvoir répondre finalement à cette problématique de pénurie de logements pour préserver le noyau familial ? Oui, nous justement, dans ce que nous demandons une loi pluriannuelle sur la construction des places d'hébergement d'urgence et de logement social. Et dans cette loi, nous estimons qu'il doit y avoir une priorité aux familles avec enfants. Non pas que les autres personnes doivent rester dans la rue. Dans la rue. Personne ne doit rester dans la rue, mais c'est encore pire quand il y a des enfants, qu'ils soient en bas âge ou adolescents. Nous avons aussi dans notre rapport avec la FAS décrit en détail, et puis dans un autre rapport en 2022 également, décrit en détail quelles sont les conséquences d'être à la rue pour un enfant et pour un adolescent. On voit bien que c'est pas seulement un toit qui n'existe pas, c'est le droit à la santé qui n'existe pas, c'est comment on fait ses devoirs, c'est le droit à l'éducation, c'est le droit à la sociabilité aussi, parce que ça veut dire qu'un enfant ou un ado qui rentre à l'hôtel le soir, qui rentre en centre d'hébergement, voire pire, qui va dans la rue, il ne peut pas avoir de vie sociale avec ses camarades. Soit parce que c'est matériellement pas possible, soit parce qu'il ne veut pas le dire. Et du coup, il se sent complètement en marge de la société et cela créera, c'est une évidence, des troubles même à l'âge adulte. On verra à la fin de notre échange justement quelles sont les pistes et aujourd'hui comment permettre d'ancrer dans le corps législatif et dans le corps social cette question de la protection de l'enfance. Mais sur des appels de réaction immédiate, comment est-ce qu'on peut, on n'est pas encore à l'hiver, mais l'hiver va arriver assez rapidement, quelles sont aujourd'hui les solutions immédiates qu'il serait possible de mettre en place pour essayer de ne pas faire d'économies sur l'enfance ? Dans l'immédiateté, il faut transformer des lieux, je ne dis pas construire, parce que construire, ça prend un certain temps, mais transformer des lieux en centres d'hébergement, parce que nous considérons qu'être à l'hôtel pour un enfant, ce n'est vraiment pas terrible. Être en centre d'hébergement non plus, mais enfin, c'est quand même mieux. Et puis surtout, il faut qu'il y ait un accompagnement social plus important, parce qu'actuellement, non seulement ces personnes sont à la rue ou en situation d'hébergement d'urgence, mais aussi elles sont livrées à elles-mêmes, elles n'ont pas d'accompagnement social, et ça, nous pensons que c'est absolument indispensable. Alors, j'ai vu qu'il y avait aujourd'hui des solutions qui existaient particulièrement sur Paris, où aujourd'hui des acteurs privés travaillaient à restaurer, à remettre en état d'anciens hôtels, justement. Est-ce que c'est des pistes aujourd'hui qui peuvent devenir systémiques et peut-être avancer sur cette question de l'accueil de ces familles en très grande précarité ? Alors, ce sont des pistes à l'évidence, parce que c'est toujours mieux d'être dans un établissement avec d'autres familles et surtout un soutien éducatif, c'est ce que nous demandons, mais c'est quand même très provisoire, c'est quand même quelque chose de précaire qui ne remplace absolument pas un véritable hébergement, c'est-à-dire un
un appartement. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que les collectivités locales et les citoyens d'ailleurs font preuve de beaucoup de solidarité. Elles organisent des hébergements à l'école, les parents se relaient pour être présents avec les enseignants pour que l'école reste ouverte la nuit ou le week-end, c'est quand même pas rien. Alors, à la fois, je veux saluer cette solidarité citoyenne, mais en même temps, je trouve qu'il n'est pas normal que ce soit justement les associations et les particuliers et les enseignants qui sont pas faits pour ça, qui se substituent pallient la carence de l'État. Alors vous avez fait cette photo qui vous a servi à appuyer ce baromètre dans la nuit du 18 au 19 août 2025. Vous avez mentionné qu'il y avait 2159 enfants qui étaient dans la rue cette nuit-là, dont, et ça c'est un chiffre que je trouve absolument énorme, dont 503 qui ont moins de 3 ans et qui sont restés sans situation d'hébergement. Comment on peut prioriser, parce que je pense qu'il y a encore plus d'urgence quand on a un enfant en bas âge, quand je dis entre 0 et 3 ans, c'est-à-dire les femmes enceintes ou en postpartum qui ont vraiment à ce moment-là un besoin d'urgence. Là, on n'est plus juste dans une question d'enfants à la rue, on est dans une question d'urgence. Comment est-ce qu'on peut mettre en priorité des dispositifs pour accompagner ces femmes? C'est le rôle du 115 et de ce fait-là, justement, le 115, quand il va chercher une solution pour les familles, il priorisera un enfant de 6 mois par rapport à un enfant de 10 ans. Mais justement, c'est ça que nous dénonçons aussi, c'est qu'on en soit venu à trouver que, entre un enfant de 12 ans et un enfant d'un an, l'enfant de 12 ans, il va pouvoir rester à la rue. Parce qu'il faut prioriser. On a vu des femmes enceintes qui sont à la rue. On a même vu des femmes qui sortent de la maternité. Pourtant, les maternités font ce qu'elles peuvent et ont en général gardé au maximum plusieurs jours de plus ces femmes, mais au bout d'un moment, elles sont là pour faire accoucher les femmes, pas pour faire centre d'hébergement. Eh bien, ces femmes, elles se retrouvent avec un bébé de 15 jours dans les bras. Et ce que je voudrais citer comme dernier chiffre, mais celui-là est terrifiant, c'est qu'en 2024, il y a eu 38 enfants morts dans la rue, dont le plus jeune avait 8 jours. Alors, est-ce qu'on accepte de vivre dans un pays qui laisse ses enfants mourir? Évidemment, la réponse est non. Personne d'ailleurs ne veut l'accepter. Mais prenons les mesures, et là je m'adresse à l'État, prenons les mesures pour que justement cette solution n'existe plus, enfin cette situation n'existe plus. Cette situation n'existe plus et à l'État de nous apporter de quoi apporter des solutions. On n'a pas parlé des territoires. Est-ce que suivant les territoires, alors on va parler des territoires de la métropole, on va opposer peut-être grande métropole à ruralité, puis on verra ce qui se passe aussi dans les territoires ultramarins. Le rapport entre grande métropole, zone rurale, il y a une différence notable ou pas ? Oui, il y a une différence parce que plus on se trouve dans des grosses collectivités, plus il y a d'enfants sans domicile. C'est encore plus vrai dans la région PACA, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et bien sûr dans la région Île-de-France. Ça, c'est une chose, mais pour autant, ça commence à être une vraie réalité dans les petites villes ou les villes moyennes. Il n'y a plus une ville qui soit pas confrontée un peu ou prou à cette situation-là. Donc évidemment, tous les territoires finalement sont concernés, mais à différentes échelles. Le pire du pire étant évidemment l'outre-mer. Vous avez fait un focus dans ce baromètre d'ailleurs. Voilà, on a fait un focus parce qu'on est très préoccupé par la situation des enfants en outre-mer. Et donc à Mayotte, en Guyane, à La Réunion, la situation est pire. On n'a pas pu décompter, mais grosso modo, on sait qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ne sont pas dans des logements sûrs, sécures. Est-ce que, selon vous, il faudrait des règles différentes pour les territoires ultramarins pour agir peut-être plus rapidement et plus efficacement qu'en métropole ? Il faudrait, non, une égalité de droit, mais c'est vrai que comme la situation
est particulièrement grave en Outre-mer. Il faut surtout des fonds supplémentaires en Outre-mer et une meilleure organisation. Alors vous sortez ce baromètre à quelques, on ne sait plus quand maintenant, mais à quelques jours du début de l'étude du plan de financement 2026, mais on n'est pas certain que ce plan 2026, ce plan de finances va aboutir en tout cas aussi rapidement. Quelles sont les recommandations qui sont pour vous essentielles, Adeline Hazan ? Alors justement, on était déjà très très inquiet de considérer qu'au-delà même de la préparation de la loi de finances initiale, les coupes budgétaires qui ont été faites sur la ligne solidarité, insertion, inclusion, soit la ligne où il y a eu le plus de coupes, 1,7 milliard sur cette ligne-là, avec l'aide publique au développement, ce sont les secteurs où les coupes les plus importantes ont été annoncées. Sur le budget 2026, ni vous ni moi ne savons à l'heure où on se parle quand est-ce qu'il va être voté. Mais justement, je voudrais faire une remarque à ce sujet, c'est à quel point justement cette instabilité politique, elle nuit à l'action publique dans ces domaines, en fait, du soin, de l'enfance, etc. Parce que là, il n'y a que des politiques de long terme qui s'inscrivent dans la durée, qui peuvent changer la situation des enfants ou des personnes vivant en précarité. Et déjà, depuis 1 an, on a vu à quel point les changements de ministre de l'enfance, du logement, etc. Se faisaient. Et donc, forcément, ça ralentit encore davantage une situation déjà très précaire. Comment est-ce qu'on peut vous aider à l'UNICEF France, Adeline Hazan ? En parlant, bien sûr, en médiatisant le plus possible, et ça a été le cas d'ailleurs, cette situation. Et puis aussi, bien sûr, parce que l'UNICEF ne fonctionne qu'avec des contributions de particuliers ou d'entreprises, avec des dons. Et pour faire un don, c'est très simple. Il faut aller sur le site de l'UNICEF et faire un don sur unicef.fr. Merci beaucoup, Adeline Hazan, d'avoir été notre invitée de l'Actu Prise au mot. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un prochain mot décrypté au travers de l'actualité. Merci beaucoup, Adeline Hazan. À très bientôt. Au revoir. C'était l'Actu Prise au mot, un podcast original de Mediadvise Podcast Studio. Vous pouvez nous retrouver sur le site de notre partenaire Mediatico ou sur les plateformes de podcast dédiées. Si vous préférez, n'oubliez pas de liker et de partager très largement. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter l'échodessolutions.info sur Substack, où on se retrouve régulièrement pour donner toute l'actualité des acteurs et des actrices du changement. Merci à vous tous et à vous toutes de votre fidélité. À très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.